Chez GoPirate, on répète à s'en époumoner que plus les gens ont d'options, plus ils sont libres. Pour trouver des nouvelles options, il faut regarder parmi celles qu'on n'a pas encore, qui ne sont pas encore disponibles pour nous. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une option dont on ne s'est pas encore prémuni collectivement, mais qui intéresse pas mal de gens, y compris nous chez GoPirate. Donc aujourd'hui, on parle du revenu minimum garanti avec quelqu'un qui pourrait nous en parler pendant des heures, Sébastien Robert, conseiller syndical en relations de travail. On va regarder un GoPirate Canada? GoPirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Olivier et Sébastien sont deux pirates idéalistes qui souhaitent du plus profond de leur être que tous puissent améliorer leur sort. À des niveaux bien différents, ils en ont même fait leur carrière. Aussi bien faire front commun à la barre de sujets aussi importants et intéressants que le revenu minimum garanti. Paré à virer la barre à bâbord toute. Alors, comme Maurice est encore en arrêt de travail, on reçoit encore de l'aide. Aujourd'hui, c'est Sébastien qui se joint à nous pour une deuxième fois. Sébastien, bienvenue. Merci beaucoup. Tu étais déjà venu faire une revue de l'année avec nous en décembre dernier. Les gens ont vraiment beaucoup apprécié ton apport et ton éloquence sur tellement de sujets. Donc, c'est avec grand plaisir que je te ramène pour leur plaisir, en fait. Donc, c'est avec grand plaisir que je reviens. Merci beaucoup. Je disais que Maurice est encore en arrêt de maladie, n'est-ce pas? Donc, des petites nouvelles. Il vient de terminer son deuxième cycle de chimiothérapie. Maurice a perdu beaucoup de poids, a plus beaucoup de cheveux et a plus de barbe non plus. Pas que c'est tombé. Quand il a commencé à pouvoir en arracher, il s'est rasé parce que c'est pas une victime. C'est un petit peu spécial, je vous dirais, parce qu'on est habitué de le voir comme étant barbu. Et le pire dans tout ça, un de ces médicaments pourrait faire en sorte que ça soit permanent. Donc, je lui ai magasiné une petite fausse barbe là, pour qu'il puisse continuer à travailler avec nous. Tu sais. Ça fait partie des avantages sociaux. Autrement, il donne régulièrement des nouvelles là, sur notre Discord. Donc, tous ceux qui sont membres Patreon peuvent avoir des nouvelles de Maurice. On va en parler un petit peu plus tard. Maintenant, Maurice, je suis certain qu'il va éventuellement nous faire un petit vidéo quand il y aura l'énergie d'en faire. Et je sais que beaucoup de gens l'attendent avec impatience, donc soyez patients. Il va faire ça quand il va avoir de l'énergie. Et puis, l'énergie, c'est pas exactement ce qu'il y a le plus en réserve en ce moment. Donc, on va lui donner la chance de se reposer. D'accord. Tout de suite, en entrée de jeu, j'aimerais ça qu'on parle de définition, parce que le revenu minimum garanti, c'est pas quelque chose que tout le monde connaît, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, ça veut dire quoi? En fait, le revenu minimum garanti, ça serait un revenu qu'on donnerait à tous les citoyens, peu importe leur situation, pour répondre à leurs besoins de base. Évidemment, il y a beaucoup de sortes de projets de revenu minimum garanti, Oui. mais en gros, ils vont toujours avoir ces mêmes concepts-là là, d'être universels, qui s'adressent à tout le monde et qui donnent un revenu qui permet de subvenir aux besoins de base. Ouais. Donc, si je comprends bien, là, je fais un petit peu le gars qui connaît pas ça, mais c'est parce que je sais c'est quoi, là. Le gouvernement donne de l'argent gratuit à tout le monde, peu importe leur revenu personnel. Oui, c'est ça. En fait, le problème de notre filet social actuellement, c'est que c'est comme un patchwork où selon ta situation, on va créer un petit filet pour toi, puis après ça, on crée un autre petit filet à côté pour une autre situation, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de faire un seul filet dans lequel tu peux pas vraiment tomber à côté du filet, parce qu'à partir du moment où tu es citoyen, tu y as droit, et qui permet à tout le monde de vivre là minimalement. Évidemment, tu n'as pas de gros luxe sur un revenu minimum garanti, mais tu ne mourras pas de faim parce que tu n'es pas capable de travailler ou pour différentes situations là, qui fait en sorte que aujourd'hui, tu n'as pas de revenus. Okay. Il y a d'autres manières d'appeler ça. Hein? Moi, je le connais sur UBI, donc Universal Basic Income en anglais. Il y a, tu me diras s'il y en a d'autres, hein? Revenu de citoyenneté, allocation universelle de base, qui est pas mal une traduction de l'anglais. Dividende sociale, j'aime ça, parce que dividende, c'est pas quelque chose qu'en tant que salarié, on connaît d'habitude. Oui, c'est ça. Oui. La dividende sociale, tu sais, chaque appellation a vraiment un sens philosophique.
qui lui appartient. Revenu de citoyenneté, c'est dire que chaque citoyen a le droit à un revenu de base pour vivre. Le dividende social, c'est un peu voir la société comme une entreprise et donc tout le monde bénéficie d'un dividende que la société, qui appartient un peu à personne, qui appartient à nos ancêtres qui ont bâti la société qu'on a, et donc tout le monde en reçoit un certain dividende. Il y a aussi impôt négatif, apparemment, je connaissais pas celui-là. Oui, en fait, ça, c'est un concept de revenu minimum garanti qui est un peu différent. C'est dans le fond de dire qu'à partir d'un revenu X, tu vas commencer à payer de l'impôt. Mais dans le fond, en dessous de ce revenu-là, tu vas recevoir de l'impôt, tu vas avoir un impôt négatif. Donc, quand tu vas faire ton rapport d'impôt, si tu as en bas du revenu, ben, le gouvernement va te faire un chèque pour, dans le fond, te payer l'impôt négatif. C'est, dans le fond, le gouvernement qui te doit de l'impôt et non pas le contraire. Excellent. Avant qu'on tombe dans le plus profond du sujet, peux-tu me faire un petit historique, dans le fond, d'où est-ce que ça vient ou c'est parce que c'est pas sorti de nulle part? Hein? Ben, c'est ça. Il faut comprendre l'évolution de notre filet social. À l'origine, là, quand on s'en va avant le 20e siècle, là, dans les années 1800, tout ça, et avant, il y a deux institutions sociales qui font effet de filet social. D'abord, la famille, évidemment. Là, à l'époque, on avait un soutien social de la famille qui était beaucoup plus grand que maintenant. Là, souvent, les parents ou les grands-parents habitaient dans la maison, les enfants, tout ça. On était des fois des familles beaucoup plus larges à habiter à 3-4 générations, mettons, dans la même maison. Et l'autre institution, c'était l'Église, évidemment, qui un peu ramassait les personnes qui avaient de la misère, là, puis qui n'avaient pas de soutien de leur famille. À l'époque, l'État, évidemment, s'en occupe pas. Là. Les rois sont occupés à faire d'autres choses. Les premiers ministres aussi, ils sont dans les logiques de conquête et tout ça. Et au début du 20e siècle, on va commencer à voir l'État qui va se mêler du soutien social. La première loi au Québec sur l'assistance publique, c'est une loi de 1921. Okay. À l'époque, le soutien étatique là, était fourni à 3 groupes qui étaient les orphelins, les malades. Le gouvernement donnait une partie, un montant d'argent là, pour que ces malades-là soient internés, là, et ce qui était défini comme des indigents. Là. Donc, les personnes qui avaient de la misère. Et à partir de là, on va élargir toujours à des nouveaux groupes qui vont bénéficier d'assistance publique. On peut penser à la loi sur les mères nécessiteuses de 1936, etc., etc., le RRQ, les retraites, la CSST, l'IVAC, etc. Ça va tout être des programmes qu'on va rajouter avec à chaque fois une définition, puis du monde qui vont rentrer dans cette définition-là, qui n'était pas prévu avant. Et ce que ça crée, c'est vraiment un patchwork. Puis il y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver entre les différents petits filets qu'on a créés. Et donc, c'est ça, entre deux chaises. Puis ça crée aussi évidemment des dizaines de programmes qui doivent chacun être gérés par des dizaines ou des centaines de fonctionnaires. Et à la fin de la journée, c'est un coût quand même substantiel pour juste définir dans quelle case tu rentres, plutôt que de créer une grosse case dans laquelle tout le monde rentre. C'est un peu ça le problème actuel de notre filet social. Excellent. Merci beaucoup pour le petit cours d'histoire en accéléré. On va, tout de suite après, on va parler, dans le fond, plus en profondeur de c'est quoi ce concept-là, les avantages, les inconvénients. Mais avant ça, juste un petit rappel pour ceux qui nous écoutent. Cet épisode-là est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon. Patreon, donc, une façon de contribuer à GoPirate pour faire en sorte qu'on puisse continuer à faire le podcast. Le sujet d'aujourd'hui en interpelle plus d'un. C'est la première fois qu'on en parle sur notre show, mais c'est le genre de sujet dont on parle assez régulièrement avec notre communauté sur Discord. Notre communauté Discord, c'est un endroit en ligne qui est exclusif aux membres GoPirate, où tout le monde peut échanger, s'entraider, débattre et partager leurs passions, comme par exemple les façons de changer le monde. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est patreon.com/GoPirate Canada. OK. On tombe dans le vif du sujet.
Sébastien, je vais tout de suite faire la mauvaise langue, là. Hey, revenu minimum garanti, une autre idée d'extrême gauche. On peut évidemment avoir cette vision-là. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Oui, aider tout le monde, c'est un petit peu plus de gauche, effectivement. Mais quand on en parlait, tu me disais, il y a aussi des droitistes qui en parlent. Tout à fait. En fait, l'appui au revenu minimum garanti est vraiment politiquement là, à tous les niveaux. Ouais. Il y a même des libertariens là, qui peuvent appuyer le revenu minimum garanti. Évidemment, ça dépend toujours du projet que tu as. Le niveau de revenu que tu proposes pour ton revenu minimum garanti va évidemment changer énormément le projet. Est-ce que tu donnes 200 $ par mois, puis ou si tu en donnes 1000 $, 1200, ça change évidemment là, le niveau de protection que les gens ont. Ça dépend aussi qu'est-ce que tu remplaces. Est-ce que tu annules le salaire minimum en échange du revenu minimum garanti en disant, ben maintenant que tout le monde est capable de manger à sa faim avec le revenu minimum garanti, laissons les gens libres de contracter les contrats de travail qu'ils veulent. Est-ce que tu enlèves toute l'aide sociale qui existe, que ce soit l'aide sociale, le soutien aux étudiants, le soutien aux malades, etc., en disant, ben, à partir de maintenant, tout le monde a 200 $ par mois, donc sont capables de répondre à leurs besoins de base, puis ils s'arrangeront avec leurs troubles. Donc, c'est vraiment, ce projet-là dépend vraiment de comment on le module. Okay. Et ça va faire en sorte que certaines personnes vont l'appuyer ou non. Moi, il y a des revenus minimum garantis que j'appuierais sans aucun problème. Mais si on vient me dire qu'à partir de maintenant, un enfant de 12 ans peut commencer à travailler, puis qu'il y aura plus, que l'école va être payante à partir de la maternelle, peut-être que je trouve ça mauditement moins intéressant rendu là. Ouais, ou encore, donc, tout le monde a un revenu minimum, mais maintenant, par exemple, la santé, c'est toi qui le payes au complet, ben ça crée plein de classes là, nouvelles. Hein? Tu vas avoir les très malades, les un peu malades, hein, puis tous ceux qui s'en sortiront pas, même avec le revenu minimum garanti. Donc, c'est comme changer un peu 4,30 sous pour une pièce. C'est ça. Mais je dirais que en général, c'est une idée plutôt soutenue par la gauche, notamment parce que on vient reconnaître que vivre, ça se fait pas gratuitement. Tu as besoin d'un revenu pour vivre dans nos sociétés. Si tu n'as pas de revenu, tu vas mourir à moyen terme, de faim, de froid, de peu importe. Et donc, il y a une idée de base que on ne devrait pas laisser un concitoyen mourir. On a une solidarité minimale dans une société qui devrait avoir lieu. Et donc, l'objectif, c'est ça, c'est peu importe ta situation, peu importe tes choix, peu importe comment t'es, ben, comme tu es un concitoyen à moi, je vais m'assurer que tu meurs pas. Puis je vais mettre un peu d'argent de côté au gouvernement pour que ça arrive. C'est comme un peu dire que la vie est un droit fondamental. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une idée d'extrême gauche. Okay. Oui, c'est ça. Tu as le droit de vivre. Dans le fond, c'est l'idée que tu as le droit de vivre, même si tu ne sers pas un patron, même si tu ne sers pas une entreprise quelconque. Tu as le droit de vivre. Ça, effectivement, il y a beaucoup de personnes en dehors de la gauche qui sont bien, bien choquées par cette idée-là. Oui, c'est bien. Donc, finalement, juste pour résumer, c'est que l'idée en soi n'est pas nécessairement située ou situable dans un échiquier politique, mais les paramètres qu'on va y insérer vont permettre de situer plus à gauche ou à droite. Oui, exactement. Okay. Avant de dire « hey, on verra jamais ça ici », jamais, ça existe déjà au Canada, à une certaine échelle. On en a parlé un petit peu plus tôt, rapidement. Les gens de 65 ans et plus qui prennent leur retraite ont un revenu minimum garanti. Effectivement, la pension de vieillesse du Canada, c'est un revenu minimum qui est donné à tout le monde. Sans condition. Donc, la seule condition, c'est évidemment l'âge, mais à partir du moment où tu as cet âge-là, tout le monde y a droit, peu importe ton revenu. Tu peux être
multimilliardaire que tu vas recevoir quand même ta pension de vieillesse juste parce que tu as 65 ans. C'est un peu la logique. Donc, ça, on peut pas dire que ça n'existe pas dans notre société. C'est quelque chose qui existe, mais qui est extrêmement limité. C'est un peu comme si je compare avec les États-Unis, le système de santé, ils ont un système de santé publique pour les personnes âgées qui est Medicare, Medicaid, mais c'est pas universel à tout le monde. Ce qu'au Canada, nous autres, on a, tout le monde a ce service-là gratuit, peu importe ton âge. Aux États-Unis, ben, c'est juste les 65 ans et plus qui y ont droit. Nous autres, c'est un peu la même logique avec notre revenu. Je comprends. J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu plus en profondeur divers. On a parlé tantôt des paramètres qu'on peut y passer. Donc, toi, tu mets le mot projet là-dessus, hein? C'est des projets de revenus garantis. Quel genre de projet est-ce qu'on peut voir? Là, j'ai vu que certains des paramètres, c'est combien on va donner en montant. Qu'est-ce que ça remplace? Parce que j'imagine qu'il y en a qui pourraient juste proposer qu'on donne puis ça remplace rien. Ça fait juste coûter plus. Puis j'imagine tu as dit c'est inconditionnel, mais il doit y avoir des conditions des fois. Il y en a qui doivent proposer des conditions pour ça. Effectivement. En fait, le niveau de revenu, ça a un impact. Il faut que tu aies un revenu qui permette à la personne de vivre, puis qui fait en sorte qu'elle peut développer des projets, d'une certaine manière, qu'elle soit pas tout le temps. Le lendemain, il n'y aura plus un sou puis elle sera plus capable de manger. Fait qu'il faut un certain revenu qui permette de vivre convenablement. Ce que ça remplace, bien évidemment, généralement, ça va remplacer l'aide sociale, ce qu'on connaît comme l'aide sociale, mais ça pourrait être plus large. Est-ce que ça remplace, par exemple, les pensions de vieillesse? On l'a vu tantôt avec la pension de vieillesse, mais le RRQ, est-ce que ça va remplacer la CSST? Est-ce que ça va remplacer toute autre mesure de cette nature-là? Donc, l'objectif, évidemment, si on remplace rien, ben on n'aura pas nécessairement l'avantage de libérer des fonctionnaires qui vérifient des programmes. Fait, idéalement, il faut que ça remplace les programmes, ce qui permet de dire à ces personnes-là qui gèrent ces programmes-là qu'à partir de maintenant, ben, ce programme-là est fermé, il est remplacé par le revenu de citoyenneté. Puis que ça change rien après ça. Évidemment, ça peut pas remplacer tout au complet parce que, par exemple, mettons la CSST, si tu te dis, ben moi j'ai eu un accident de travail, fait que je gagnais, je sais pas moi, 70 000 par année, ben à partir de maintenant, revenu minimum garanti, tu tombes à 12 000 ou à 15 000. Il va quand même falloir avoir certaines protections salariales pour les personnes qui vivent certaines situations là, un peu dans une logique d'assurance. Après ça, au niveau des conditions, ben là, ça dépend beaucoup des projets. Certains projets vont dire, ben, il faut avoir 18 ans. Tu deviens citoyen, tu as accès à ce revenu-là. D'autres vont dire, non, on va le donner dès la naissance. Puis comme ça, on remplace aussi toute l'aide aux parents. Là, tous les parents reçoivent des chèques du gouvernement fédéral, provincial, tout ça. Donc, en le mettant à la naissance, il y a moyen de s'assurer que tous ces régimes-là sont remplacés. Après ça, il y a d'autres conditions qui peuvent être qui ont été réfléchies. Par exemple, je sais qu'il y a toute une littérature ou en tout cas des projets sur la question de la criminalité. Donc, par exemple, si tu étais accusé au criminel, ben peut-être qu'une des punitions possibles à la place de la prison ou de d'autres punitions qu'on connaît actuellement pourrait être la suspension ou l'abolition de ton revenu de citoyenneté en disant, ben, tu sais, ça, c'est un privilège de casser les règles de notre société. Donc, en échange, la société arrête de t'appuyer, d'une certaine manière. Évidemment, ça entraîne d'autres problèmes aussi
que ça pourrait créer, là. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est une des avenues qui a été réfléchie. Mais ça pourrait être aussi les personnes qui sont, mettons, en CHSLD, leur revenu de citoyenneté irait, par exemple, à l'institution plutôt que d'aller directement à eux autres ou une grande partie ou des affaires de même. Donc, toutes les personnes qui vivent, entre guillemets, en institution, ben là, les institutions publiques pourraient recevoir le revenu de citoyenneté à la place de la personne, soit totalement ou en partie, parce qu'on va quand même vouloir laisser un peu de revenus pour un minimum de liberté, mais on n'a pas besoin d'avoir on n'a pas les mêmes besoins quand on est logé, nourri dans une institution publique que quand on ne l'est pas. Là, je comprends. Très intéressant. Donc, il y a beaucoup de casse-têtes différents qu'on pourrait faire pour proposer presque des centaines de projets dans le fond. Puis il y en a eu des centaines de projets, on va le voir un peu plus tard. Donc là, j'aimerais ça qu'on parle des avantages. Après ça, on va parler des inconvénients parce qu'il y en a des deux. Puis moi, une que j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu ça qui a fait que chez GoPirate, on a commencé à en parler, c'est d'amener un revenu universel de base. Ben, ça nous permettrait de nous débarrasser d'une bonne grosse couche de bureaucratie là, qui encrasse la fonction publique ou privée. L'idée étant gérer tous les filets sociaux qu'on a en place, de déterminer qui a droit, qui a pas droit. C'est tellement lourd en ce moment. Vous demanderez à Maurice, qui a demandé du chômage, ça se fait pas comme ça. C'est tellement lourd que juste arrêter de se poser la question qui a droit, qui a pas droit. On économise tellement sur toute la gestion de ça qu'on pourrait pratiquement donner l'argent à tout le monde, puis on pourrait même y gagner. Effectivement, un des gros problèmes, c'est qu'on essaye de prévoir des situations dans lesquelles les personnes ont besoin d'aide. Le problème, c'est qu'on ne peut pas imaginer tous les scénarios envisageables où quelqu'un peut avoir besoin d'aide. Et il faut que tu aies quelqu'un qui vérifie que la personne a bien le droit au montant. Et là, ça fait en sorte que tu as une armée de fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires publics ou privés, parce que une bonne partie des assurances aussi privées vont avoir un peu cette logique-là aussi. Et c'est du monde qui sont payés uniquement à vérifier si la personne rentre dans le programme ou non. Donc, à partir du moment où tu as un programme général où tu peux facilement demander de l'aide, ça va être beaucoup plus simple à gérer, puis tu n'auras pas nécessairement besoin d'autant de fonctionnaires pour vérifier ton affaire. Un des bons exemples que j'ai vu récemment au Canada, qu'on a vécu, la PCU. Ça a été un programme. Le monde était dans la merde à court terme et donc on leur a dit parfait, on va vous créer un programme simple, tu fais juste ta demande, tu as direct l'argent dans ton compte rapidement, le dépôt est fait, puis on se posera la question plus tard si tu en avais eu besoin ou non, au pire on récupérera dans ton prochain rapport d'impôt, mais à court terme, on ne te laissera pas dans le chenoute parce qu'on est en train d'analyser ton dossier. Ce qui est souvent un des problèmes aussi, les délais d'analyse. Là, en ce moment, au chômage, on le voit, là, il y a des délais qui peuvent prendre des mois. Là. La personne a besoin de vivre en attendant. Elle ne peut pas juste se dire c'est correct, je vais juste arrêter de manger puis de vivre. Puis quand vous aurez décidé, je ressusciterai puis je recommencerai à manger. Là, je veux dire, on n'est pas des tardigrades. Là. On a besoin de manger à tous les jours. Donc, c'est ça, on est obligé à ce moment-là d'avoir quelque chose de rapide. Maurice n'aurait pas à attendre la réponse du fonctionnaire s'il avait un revenu de citoyenneté. Il ferait sa demande la semaine d'après ou le mois d'après, un peu comme avec la PCU. Il y aurait le chèque dans son compte, puis il pourrait continuer à vivre sans problème. Parce que là, on parlait de la PCU comme un exemple. Puis, y a-tu quelque chose qui a le plus fâché les dirigeants d'entreprise que la PCU? Le monde ne veut plus travailler, ils ont de l'argent gratuit. J'ai bien de valeur, mais le revenu universel de base va avoir le même effet. Mais en fait, ça va être systématique et systémique, pour utiliser des gros mots, parce qu'on va se le dire, quand tu as un revenu qui est garanti,
c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de travailler pour avoir le minimum pour vivre. Des bullshit jobs, il n'y en aura plus longtemps. Dans le sens que travailler à rien faire ou être maltraité au travail dans un environnement toxique ne sera plus une option obligatoire pour plusieurs. Ce qui me fait tellement plaisir. Hein? Donc, comme tu t'en vas, par exemple, de ton travail, puis parce que c'est toxique ou whatever, et que tu perds pas tout ton salaire, hein, tout ton revenu, tu peux aller faire quelque chose d'utile ailleurs où tu vas être le bienvenu et bien traité. Effectivement, il y a ça, et il y a aussi que tous les régimes qu'on a créent des bullshit jobs. En ce moment, il y a des fonctionnaires payés par nos impôts dont la job est d'aller vérifier dans des appartements si des bénéficiaires de l'aide sociale n'ont pas un coloc ou reçoivent pas des dons de personnes qui ne devraient pas les aider ou des choses comme ça. T'sais, honnêtement, ça doit être une job qui est pas super agréable à faire sur le plan humain et qu'on s'oblige à créer uniquement parce qu'on a décidé que le critère, c'est qu'il fallait que tu sois vraiment dans le chenoute pour avoir le droit à l'aide sociale. Alors, si on dit, ben, le critère, c'est d'être une personne, puis on te le donne, tu sais, à la PCU, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires qui ont travaillé à aller fouiller la vie privée des gens ou quoi que ce soit. Donc, ça permet d'abolir un paquet de bullshit jobs de personnes qui cochent des cases là, pour savoir si la personne rentre dans le programme ou non. Mais en même temps, ça rend ça pas mal plus difficile pour les employeurs d'embaucher du monde pour des jobs qui sont pas intéressantes, qui sont difficiles, qui sont désagréables. On l'a vu avec la PCU, il y a plusieurs jobs qui ont eu de la misère à recruter après ça. Pourquoi? Parce que c'est des jobs dont les conditions sont pas super bonnes. Puis les gens avaient une option qu'ils n'avaient pas avant. C'est ça. Puis les employeurs traitent ce monde-là un peu comme de la merde aussi. T'sais. Donc, moi, si j'ai le choix entre avoir un boss qui me gueule dessus puis qui me traite vraiment comme, pas comme un humain, ou aller obtenir le minimum qui me garantit que le loyer est payé puis l'épicerie est payée, je vais peut-être choisir la deuxième option. Mais puis malheureusement, dans notre société, comme avec la PCU, ça semble être bien problématique que les gens aient ces deux options-là, beaucoup plus que le fait que des jobs de même existent, puis qu'on se permette de traiter des concitoyens de cette manière-là. Donc, ça, c'est quand même un peu spécial. Mais c'est sûr que ça aurait des impacts majeurs sur le marché du travail. Là. Puis, on est toujours dans la section avantages. OK? Donc, s'il faut préciser, OK? Ça veut, c'est pas juste que maintenant, tu vas pouvoir peut-être avoir plus de choix sur comment tu investis ton temps au sein d'une organisation. Donc, est-ce que je peux aller contribuer à la société au lieu de emballer des épiceries parce que, j'ai plus d'impact dans un puis je suis mieux traité aussi? Mais ça veut dire aussi que les employeurs vont devoir redéfinir les relations avec les employés. Ils n'auront pas le choix. Les gens vont être là parce qu'ils veulent, pas parce qu'ils sont obligés. Imagines-tu le game changer pour la société? Hein? C'est clair. Puis tu sais, ça va donner un rapport de force aux employés de dire les conditions inacceptables, intolérables que tu m'imposes. Aujourd'hui, j'arrête de les tolérer, j'arrête de les accepter parce que j'ai une autre option. T'sais. Là, en ce moment, l'autre option, c'est parfait, meurs, ou trouve un autre job avec les mêmes conditions intolérables puis inacceptables. C'est pas un choix que tu offres à du monde. Mais à partir du moment où tu leur dis, l'autre option, c'est que tu vas faire tes affaires de ton côté, tu vas pouvoir vivre, le loyer, l'épicerie va être payé, tu vas t'arranger, puis tu vas pouvoir te partir une business ou faire quelque chose à côté. À partir du moment où tu donnes cette option-là, tu donnes aussi l'option aux gens d'arrêter d'accepter, d'arrêter de tolérer des conditions de vie qui ne sont pas acceptables. Bref, dans les dernières 5-10 minutes, on a essentiellement dit
que les entreprises qui abusent de leurs employés n'existent encore aujourd'hui simplement parce que les employés sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Exactement. Donnez-leur le C'est choix. aussi simple que ça. Mm. Puis la société serait probablement bien meilleure si on changeait cette dynamique-là. Tu sais, puis peut-être que les entreprises continueraient à exister, les restaurants, les ci, les ça, mais la culture organisationnelle à l'interne serait probablement bien différente, là. Ouais. Ben, effectivement, je peux te dire, ça fait une grosse différence quand tu fais ton travail avec le sourire. Il y a d'autres avantages, hein. C'est sûr que déjà ceux qui en arrachent plus que la moyenne des ours vont voir un stress réduit, là. Et par exemple, si tu as toujours été dans la pauvreté, si tu as toujours été malade, tu vas avoir une lumière au bout du tunnel. Ça, c'est clair. La pauvreté, c'est un des déterminants de la santé les plus importants, là. Donc, et c'est beaucoup le stress de la pauvreté, l'incertitude qui est difficile à gérer pour quelqu'un, puis qui entraîne une détérioration de la santé globalement, là, surtout quand ça dure longtemps. Donc, avoir un programme comme ça probablement diminuerait grandement la pression sur notre réseau de la santé, parce que tu aurais un paquet de personnes qui auraient les moyens de prendre ça relax, de se reposer, puis qui subiraient pas ce stress permanent-là qui détruit à moyen terme la santé. L'autre affaire, c'est que tu aurais aussi un paquet de ressources au niveau des services sociaux, ressources qui actuellement servent à patcher le manque à gagner de personnes qui vivent dans la pauvreté. Puis, tu sais, on le voit, là, les personnes qui sont en situation d'itinérance, tout ça, tu sais, on va leur faire un paquet de programmes pour les aider à vivre dans l'itinérance de façon relativement digne, plutôt que de leur offrir un logement. À partir du moment où tu leur offres un logement, ben, tu sais, le problème d'itinérance, en théorie, il est réglé à la base. Puis, à partir du moment où tu donnes un revenu à des personnes qui permettent de se nourrir, de se loger, ben, en théorie, tu as un paquet de problèmes qui disparaissent à peu près automatiquement, là, à moyen terme, là. Ouais. Donc, en gros, tout ça, là, ça fait juste augmenter la liberté des gens. Puis, la liberté, tu sais, il y a plusieurs façons de le voir, là. Là, on parle de personnes, par exemple, qui étaient dans un état de dépendance financière, qui dépendaient de quelqu'un d'autre, pourraient être plus indépendants financièrement. C'est quand même pas rien, là. Tu sais? Ça ferait en sorte que, ben, ça réduirait la perception qu'on n'a pas le choix de travailler pour vivre. Ça va probablement rester plus intéressant de travailler, mais de ne pas travailler va pas faire en sorte que tu vas mourir à longue, mourir de faim, de froid, de tout ce que tu veux. La liberté, ben, c'est bon pour la santé, on l'a dit tantôt. La santé, c'est généralement très, très relié à d'où tu viens, avec quel coffre à outils t'es né. Puis j'aimerais ça ramener aussi au concept de Bullshit Job qu'on a parlé tantôt, hein. David Graeber, là, qui a écrit ce livre-là, Bullshit Job. Il y a une des déclarations qu'il fait dans son livre qui est fracassante, là. Puis je le cite: la classe dirigeante s'est rendue compte qu'une population heureuse et productive avec du temps libre était un danger mortel. Puis on est en danger mortel pour qui, hein? Pour ceux qui ont tout à gagner à ce qu'on ait peu d'options. Donc, en se donnant une option de plus, on se donne tellement plus de liberté. Oui, puis ce qu'on oublie aussi, c'est que cette liberté-là nous donne accès collectivement à des choses auxquelles on n'aurait jamais accès autrement. Tu sais, J.K. Rowling a écrit Harry Potter alors qu'elle était sur l'aide sociale. Il y a des personnes qui pourraient écrire des chansons ou de la musique ou de l'art ou de la recherche scientifique, mais qui n'y ont pas accès parce qu'aujourd'hui, on leur impose de vivre, de travailler dans des jobs de schnout, et on gaspille tout ce potentiel humain-là. Tu sais, s'il y avait un revenu de citoyenneté, il y aurait peut-être un paquet d'entreprises qui se partiraient, qui peuvent juste pas se partir aujourd'hui parce que faut que la personne s'assure que ses enfants mangent, faut que la personne s'assure que le loyer est payé. Et à partir du moment où on sort de ça, la société peut changer énormément et à mon avis pour le mieux, tu sais.
Oui, mais là, des entreprises qui se partent là, en art et en chanson, là, c'est contre le capitalisme prédateur. Fait que ça peut pas passer. Tu comprends-tu? On peut pas faire de l'argent avec ça. En même temps, Harry Potter, c'est pas comme si ça faisait pas de l'argent. Ah! Un petit peu, Mais oui. à la fin de la journée, on l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu l'aide sociale en Angleterre. Puis, à la fin de la journée, cet argent-là, ben, est-ce que ça ne devrait pas être toute la société au complet qui en bénéficie en partie? Parce que c'est un peu toute la société qui a aidé à donner les conditions, à mettre les conditions pour arriver à la création de cette œuvre-là. Mais je veux dire, pas juste celle-là, là, il y en a un paquet d'autres. Mais c'est ça. Donc, on a une logique différente, là, évidemment, s'il y avait le revenu de citoyenneté. Là. Ben écoute, juste si il y avait des gens qui n'avaient pas besoin de travailler 3 jobs en parallèle pour vivre, c'est sûr que ça ferait une grosse différence. Nous, on est privilégiés, on en a une ou deux, hein, ça dépend. mais effectivement, ouais. Et puis, je trouve pas ça normal, déjà qu'on accepte que quelqu'un ait 3 jobs pour vivre. Et que t'imagines, là, on est en train de parler que quelqu'un pourrait pas avoir de job puis vivre. C'est sûr qu'on est probablement des gens à abattre pour bien du monde qui ont vraiment pas intérêt à ce que ça se mette en place. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Il y a eu des prototypes. Donc, mais avant, Ouais. c'est vrai qu'on parle des inconvénients. Parce qu'on va être honnête, hein? Honnêteté intellectuelle, il y en a. Et effectivement, ça change beaucoup de choses. Puis évidemment, quand ça change des choses, ben, ça change des fois positivement, des fois négativement. Souvent, un peu des deux, dépendamment qui t'es, tu vas être avantagé ou désavantagé. Le premier gros inconvénient, c'est la relocalisation d'une quantité impressionnante de personnes. Oui. Donc, il y a beaucoup de jobs qui disparaîtraient. Probablement beaucoup de jobs qui apparaîtraient aussi, des transformations d'industrie. Peut-être, par exemple, que dans la restauration, tu aurais beaucoup plus de petits restaurants qui seraient semi-rentables ou à peu près pas rentables, mais que la personne, c'est ça qu'elle veut faire, mettons. Puis elle vit de son revenu de citoyenneté, puis elle s'assure que son institution survive, mettons. Tu aurais peut-être beaucoup plus de programmes sociaux, mais tu aurais beaucoup moins de consolidation. Tu aurais peut-être des groupes sociaux plus petits, moins de grands groupes sociaux, moins de grands restaurants, des chaînes de restaurants, mais tu aurais peut-être plus de petits restaurants d'une seule personne ou 2 personnes. Là. Okay. Je trouve pas ça mauvais. Mais ça peut nuire à la consolidation de certaines entreprises dans une logique capitaliste, mettons. Avoir beaucoup de petites entreprises, c'est aussi se mettre en danger par rapport à une grosse entreprise qui viendrait ailleurs. Donc, on a peut-être intérêt comme société dans une économie capitaliste à forcer le monde à se regrouper. Tu leur fais faire faillite et se faire racheter par un gros joueur. Donc, ça, c'est sûr que ça change complètement cette logique-là. Mais tu sais, même la logique géographique, probablement que tu aurais bien du monde qui irait vivre en Gaspésie ou dans des petits villages, mais qui ne le font pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de job dans ces villages-là. Fait que s'il y a le revenu de citoyenneté, ben peut-être qu'ils vont faire le move puis aller se partir une petite fermette ou quelque chose de ce genre-là. Mais c'est ça. Donc, c'est un inconvénient pour d'autres qui voudraient créer des gros groupes industriels ou des choses comme ça. Le deuxième inconvénient, c'est ceux qui vont mettre ça en place seraient les premiers à perdre leur emploi. Évidemment, le revenu de citoyenneté serait mis en place par l'État, probablement par le ministère de l'aide sociale, là, tout ça. Donc, ça serait probablement des fonctionnaires de l'aide sociale qui seraient les promoteurs du projet qui mettraient fin à terme à l'aide sociale. Donc, évidemment, ils ont un intérêt personnel à ne pas perdre leur job, donc à ne pas créer un programme qui mène à la fin à l'abolition de leur poste. Donc, ça serait un autre danger. Je dirais que le plus gros danger, le plus gros inconvénient, c'est que
on est incapable de prévoir les impacts sur l'économie. Malgré les prototypes. C'est ça. Il y a tellement d'impacts insoupçonnés. C'est un peu comme le COVID, c'est un peu comme la PCU. On ne sait pas ce que ça a comme conséquence. Donc, faire un changement fondamental à long terme, qui serait évidemment difficile de backtracker après, là, de dire, ben, OK, ça a duré 2 ans, ben maintenant on l'abolit puis retourner travailler. Là. Évidemment, ça fait en sorte que les dirigeants sont pas mal moins sécures pour faire ces changements-là, parce que, ben, évidemment, les conséquences qui pourraient être négatives, là, ben, ils vont en être responsables tantôt. Donc, ensuite de ça, on en a parlé aussi, les employeurs qui vont devoir redéfinir leur relation avec leurs employés. Moi, je donne toujours l'exemple des personnes qui ramassent les vidanges, les vidangeurs. Combien est-ce que, en ce moment, dans leur salaire, ils reçoivent un salaire qui prend en compte le fait que leur job n'est pas agréable? Ouais, c'est ingrat. C'est ingrat, mais c'est une job essentielle. Il faut qu'elle soit faite. Et donc, on leur donne un salaire en conséquence. À partir du moment où ils ont une autre option, ben, est-ce que ce salaire-là est encore suffisant? Si oui, ben, tant mieux. Sinon, ben, quelles conditions il faut qu'on change? Ramasser les légumes puis les fruits dans les champs, c'est essentiel comme travail, mais à partir du moment où tu n'es plus obligé de le faire, on l'a vu avec la PCU, il faut quand même que cette job-là se fasse. Donc, il faut qu'on ajuste les prix de façon à ce que les entreprises puissent payer leur monde convenablement, puis que ces jobs essentiels-là se poursuivent pareil. L'autre affaire, c'est impossible de prévoir pour chaque entreprise quel va être l'impact. Puis le prix, est-ce que les loyers vont se mettre à gonfler? Est-ce que le prix de la nourriture va se mettre à exploser à cause de ça? Tous ces impacts-là sont difficilement prévisibles. Un autre changement fondamental qu'on a eu dans les dernières années au Canada, c'est la légalisation du cannabis. À l'époque, aujourd'hui, ben, on en est revenu, là, mais à l'époque, il y a 3-4 ans, quand il y a eu la légalisation, il y a eu beaucoup d'impacts insoupçonnés. Les policiers qui étaient sortis en disant, ben, nous, on n'a pas de machine pour tester que la personne qui conduit est sous l'effet du cannabis ou non. Il a fallu créer ces machines-là, tout ça. Donc, est-ce que certaines entreprises vont se retrouver extrêmement désavantagées par un revenu de citoyenneté? Est-ce que on va voir le réseau de la santé s'effondrer? Est-ce qu'on va voir les universités, voir les inscriptions aux universités exploser, puis là, on n'était pas capable de répondre à cette demande-là? On n'a peut-être pas assez de profs de cégep parce que tu as peut-être plein de monde qui vont vouloir faire une technique ou aller juste triper étudier la philosophie ou l'Égypte antique ou peu importe. À partir du moment où tu n'es plus obligé de travailler, il y a plein d'options qui deviennent intéressantes. Il y a peut-être des programmes dans les universités qui vont devenir pas mal moins intéressants aussi à partir de ce moment-là. Il y a peut-être beaucoup d'avocats qui vont perdre leur job aussi. Quand on a créé la SAAC, il y a tout un pan des avocats qui se sont perdus, là, qui étaient les avocats qui géraient les litiges en cas d'accident d'auto. Quand on a créé l'assurance santé universelle, ben, avant ça, c'était des assureurs privés qui donnaient qui faisaient des profits sur ce service-là, qui ont perdu leur business du jour au lendemain par un changement législatif. Donc, ce genre de changement fondamental-là peut changer la donne pour beaucoup de monde. Je te dirais que le dernier inconvénient, on l'a vu un peu au début, là, c'est il n'y a pas de consensus sur le projet. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on met? Tout le monde a une idée, mais
tu sais, tout le monde qui étudie là-dessus a une idée, mais tout le monde a une idée différente. Ce qui fait que pour le gouvernement, de trancher, de dire, ben, nous autres, le revenu de citoyenneté, il va être établi à tel montant, il va remplacer telle chose. On va gérer l'impôt de telle manière autrement, parce qu'il faut adapter l'impôt, tout ça. Tu sais, sur le plan économique, c'est un programme qui coûterait énormément cher. Tu sais, si tu le mets à 1000 $ par mois, 12 000 par année, on est 8 millions de Québécois, tu es à un programme à peu près 96 milliards de dollars. Là. Si tu dis que tout le monde a 12 000 $, évidemment, c'est à peu près le budget annuel du gouvernement du Québec. Ceci dit, tu vas adapter ton impôt de façon à ce que tu le récupères à tout le monde qui n'en a pas de besoin à la fin de l'année ou au courant de l'année. Tout ça aurait des ajustements, mais ça demande des ajustements à plein de niveaux. Et Dieu sait que les gouvernements sont plutôt opposés à des grandes réformes fondamentales. Ça fait un bon 50 ans qu'on n'a pas vu ça. Ouais. Donc, ça fait pas mal d'avantages et d'inconvénients, sans parler de, effectivement, tous les problèmes que ça risque d'engendrer et qu'on peut même pas imaginer en ce moment. Ceci dit, il y a quand même des endroits dans le monde qui sont dit, on va l'essayer, on va faire un prototype, on va voir ce qui en retourne. Je serais curieux de savoir s'il y a des prototypes dont tu pourrais me parler. Oui, en fait, une des expériences les plus connues de revenu minimum garanti, c'est ce qui s'est passé là, entre 1974 et 1978 à Dauphin, au Manitoba. C'était une petite ville et le gouvernement provincial du Manitoba, qui était NPD à l'époque, et le fédéral là, de l'époque, avaient essayé là, de créer un revenu minimum garanti, faire un projet pilote, dans le fond, pour voir qu'est-ce qu'il en était. Fait que pendant 4 ans, ils ont donné un revenu minimum garanti selon la composition de la famille à tout le monde dans la ville de Dauphin. Et ils ont étudié énormément ce projet pilote-là. Évidemment, ils voulaient avoir un peu les impacts. Là, on parlait tantôt des impacts sociaux d'un tel programme. Donc, l'objectif, c'était vraiment ça, voir comment est-ce que la société avait changé là, à Dauphin pour, après ça, peut-être l'élargir à tout le Canada ou au Manitoba ou quoi que ce soit. Ils ont découvert là, que beaucoup de familles avaient recommencé des études. Ils ont découvert une diminution importante du recours au système de santé. Donc, plutôt positif comme projet. Malheureusement, pour des raisons d'ordre politique, ce projet-là a pris fin. Il y a ailleurs au Canada aussi récemment le gouvernement de Catherine Wynne en Ontario avait créé un programme de revenu minimum garanti qui était en fait une bonification de l'aide sociale où on assurait aux personnes sur ce programme-là qui recevraient ce revenu-là, peu importe s'ils travaillaient ou non. Donc, l'objectif, c'était de sortir le monde de l'aide sociale en leur donnant l'option de travailler sans avoir un impact négatif sur leur revenu. Parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes sur l'aide sociale, s'ils commencent à travailler, ils se font couper l'aide sociale, ils se font couper un paquet de bénéfices aussi qui viennent avec. Donc, ça a été un projet encore là qui est parti pendant plusieurs années, là, quelques années en fait, jusqu'à temps que le gouvernement Ford arrive, qui, encore une fois, a coupé le programme. Ça a été un de ses premiers moves politiques. Il y a aussi le Alaska Fund, qui est là plus quelque chose comme une dividende sociale. Donc, chaque résident du territoire reçoit le 1er janvier reçoit un montant de prestations qui varie selon les années. Ça dépend de comment l'économie va bien, comment le gouvernement va bien, tout ça. Il y a une condition aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir commis de crime. Les personnes qui ont commis un crime sont exclues
de ce fonds-là. Et c'est un montant là, relatif aux redevances pétrolières. Là. Donc, quand il y a des bonnes années au niveau des redevances pétrolières, ben, les personnes reçoivent un plus gros revenu. Puis, quand il y a des mauvaises années, le revenu est plus bas. Je te dirais que ça varie entre 500 et 2000 annuellement. Donc, pas de quoi vivre, là. On n'est pas dans quelque chose d'énorme, mais on est dans un concept encore là de revenu minimum garanti. Ailleurs dans le monde, il y a quand même plusieurs projets. Au Royaume-Uni aussi, il y a des projets de ce type-là, là, de dividendes social. On a eu des projets pilotes en Suisse, en Finlande, aux Pays-Bas. Encore là, des projets de revenus minimum garanti de différents types. Et au Québec, ben, on a actuellement un comité d'experts qui, en tout cas, s'est penché sur la question. Ils ont produit un rapport en 2017. Il y a encore des recherches qui se font sur cette question-là. Je te dirais qu'on est quand même dans un dossier moins actif que ce qu'on a vu dans le passé. La PCU a été un bon exemple là, de revenu minimum garanti, mais encore là, temporaire pour une crise particulière. Mais on n'a pas, pour l'instant, là, de projet sérieux sur lequel on peut se rapporter là, au Canada ou au Québec, malheureusement. On est encore dans quelque chose de très théorique là, pour l'instant. Là, c'est un sujet qui est quand même assez profond. Il y a beaucoup de variables, de choses qu'il faut connaître pour bien comprendre le concept. Est-ce que tu pourrais nous parler de certains, par exemple, des documents, des choses qu'on pourrait lire pour s'informer davantage sur ce sujet-là? Oui, c'est sûr qu'il y a, si vous faites une recherche Google, revenu minimum garanti, vous devriez avoir beaucoup d'options de lecture. Je vous dirais que dans les livres, il y en a deux que je trouve super intéressants pour commencer en guise d'introduction, mettons. Le premier, ça date un peu comme livre, mais c'est un livre qui avait été écrit notamment par Michel Chartrand, Manifeste pour un revenu de citoyenneté. On parle fin des années 90, début des années 2000. Évidemment, on est dans un projet à l'époque très campé à gauche, donc un niveau de remplacement assez minime, mais un niveau de revenu quand même important. Mais c'est un livre qui est vraiment simple à lire. C'est vraiment écrit pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que ça, c'est intéressant. Mais évidemment, on est dans vous connaissez Michel Chartrand, là, on est dans quelque chose d'assez militant. Là. Il y a une position assez claire là, quand on s'appelle le manifeste pour un revenu de citoyenneté. L'objectif, c'est de faire valoir le bon fonctionnement de ce projet-là. Si vous voulez une position plus nuancée, ou en tout cas plus universitaire, il y a encore là, ça date un peu, mais c'est un peu moins vieux. Revenu minimum garanti, comparaison internationale, analyse et débat. C'est aux presses de l'Université du Québec. Là, on est vraiment dans un ouvrage de type universitaire. On est vraiment dans l'analyse, un peu comme on a fait aujourd'hui, des options qui s'offrent. On n'est vraiment pas en train de pousser un projet en particulier, mais de faire une analyse objective là, de qu'est-ce que c'est, des impacts que ça peut avoir, etc., et des différentes initiatives qu'il y a dans le monde. Évidemment, on n'a pas celles des dernières années, mais ça donne une bonne idée des différentes options qu'on a. Donc, c'est deux beaux livre pour s'introduire au sujet, mais c'est ça. Le premier est pas mal plus simple à comprendre que le deuxième. Le deuxième est plus universitaire, mais encore là, très complet comme projet, tout ça. Excellent. On va mettre des liens dans la description du podcast vers ça. Entre autres, le manifeste pour un revenu de citoyenneté, il est disponible en PDF. Moi, une des sources que j'aime beaucoup, c'est un projet qui s'appelle UBI Works ou UBI Works. Donc, ubiworks.ca. Donc, c'est Universal Basic Income Works. C'est une façon d'en faire la promotion au Canada. Donc, il y a beaucoup de questions-réponses, beaucoup de contenu très intéressant là-dessus que je vous invite à aller voir. Et tu m'as parlé juste avant d'enregistrer d'une autre étude qui est sortie récemment, là. Oui, en 2017, là, c'est le rapport d'étape du comité d'experts du gouvernement du Québec sur le concept de revenu minimum garanti, l'application du revenu minimum garanti. Dans le fond, c'est un
un rapport vraiment de spécialisé, là, mais qui montre bien que le gouvernement du Québec, à l'intérieur de sa machine, réfléchit à cette question-là du revenu minimum garanti. Donc, c'est un travail qu'on voit pas dans l'espace public tant que ça, mais il y a des fonctionnaires, il y a des experts, il y a une réflexion là-dessus qui est en train de se faire, pas juste dans le gouvernement du Québec, dans un paquet de gouvernements à travers le monde, sur cette possibilité-là de revenu minimum garanti. Là. Excellent. Merci beaucoup, Sébastien. Ça a été super passionnant. On peut voir que c'est un sujet que tu maîtrises assez bien. On pourra en faire d'autres épisodes si jamais ça intéresse les gens sur des questions peut-être plus spécifiques ou quoi Ouais. que ce soit. Là, c'était une introduction. On pourrait faire un épisode plus avancé éventuellement, certainement. Je sais que Maurice va l'écouter, celui-là, parce qu'il avait hâte d'en parler. Donc, on va attendre son retour peut-être pour faire l'autre. Si les gens veulent te poser des questions là-dessus, on te rejoint via LinkedIn? LinkedIn, oui, Facebook, ça me fait toujours plaisir là, de discuter de ça. Super. Ben, merci beaucoup d'être passé. Les pirates, si vous avez des questions, si vous voulez en discuter, rendez-vous sur notre Discord. Ça va nous faire plaisir d'échanger là-dessus. En attendant, si vous avez aimé le sujet, on fait like sur la vidéo, on s'abonne à la chaîne et on vous dit à la semaine prochaine. Bye les pirates! Bye bye. À la poudre! À l'abordage! Ah! Ah non! Ah!